en ce qui concerne le cours sur la pathologie de la personnalité, on va expliquer certains points importants. Donc, on commence par la pathologie de la personnalité. Elle signifie en psychanalyse une formation symptomatique inconsciente, c'est-à-dire le symptôme est en quelque sorte l'expression conflictuelle inconsciente qui induit éventuellement une désadaptation plus ou moins importante. Et donc le symptôme ne peut signer à lui seul le type de structure bien du fonctionnement du sujet. C'est-à-dire on doit comprendre d'abord l'histoire du sujet, son fonctionnement pour détecter le sens et les signes de ce symptôme. Bien sûr, dans une démarche interactionnelle dynamique par rapport aux différentes données de ce sujet, c'est-à-dire on donne un sens aux diverses observations sémiologiques pour résoudre le compromis pathologique qui est la formation symptomatique. On veut dire par le compromis pathologique et que le sujet qui souffre d'une symptomatologie est complètement complice avec cette symptomatologie. C'est-à-dire, on parle là de bénéfices, que ce soit primaire et ou secondaire. Alors, le bénéfice primaire est la capacité du symptôme à réduire l'angoisse née du conflit intrapsychique par la jouissance inconsciente obtenue par lui. C'est-à-dire, le symptôme vient pour libérer certaines tensions psychiques. Et le bénéfice secondaire représente les avantages psychosociaux, que ce soit conscient ou inconscient, retirés grâce aux symptômes. Par exemple, l'hystérique, donc on appelle ça bénéfice secondaire, c'est-à-dire un bénéfice social. Le diagnostic est essentiellement une hypothèse dans la pathologie de la personnalité ou bien dans la psychopathologie. Donc, on doit valider ou infirmer cette hypothèse à travers certaines questions fondamentales. Donc, d'abord, comment le patient gère-t-il l'angoisse? Quels sont les mécanismes de défense mobilisés par le patient? Comment le sujet répond-il à l'expression conflictuelle de son désir? Comment le sujet gère-t-il ses rapports avec soi-même et avec la réalité? Toujours selon la perspective psychanalytique ou bien psychodynamique, les entités pathologiques possibles, on a les névroses, les psychoses et les états ou bien les organisations structurelles. Donc par rapport aux névroses, elle regroupe tous les troubles psychiques chroniques ayant pour origine un conflit inconscient. Le sujet n'est pas en rupture avec la réalité, donc il est conscient. Il y a une absence de lésion corporelle. La classification des névroses, on a la névrose obsessionnelle, présence des obsessions ou des compulsions. Le sujet lutte contre ces obsessions ou ces compulsions, ce qui lui génère de l'angoisse. L'expression du conflit psychique passe par une médiation ou par un acte obsédant. La névrose hystérique, le conflit psychique se traduit ou bien se trouve au niveau du corps, sans cause organique. Donc là, on est dans l'hystérie de conversion. C'est-à-dire le mécanisme de défense primordial, c'est la conversion. Je vais expliquer ça dans une vidéo. Ou bien se traduit symboliquement par une vision proche de la déréalisation. Donc, on parle là de l'hystérie dissociative. La névrose phobique, trouble de comportement appris par erreur. Donc, on parle là de la notion du conditionnement, où le lieu d'expression du conflit psychique est l'espace ou une situation. C'est-à-dire, on parle là de la claustrophobie, ou bien agoraphobie, ou bien zoophobie, ou bien hémophobie. Cette situation agit comme un stimulus anxiogène. La névrose hypocondriaque, la personne est préoccupée d'une manière exagérée par son état de santé. Elle est convaincue d'être victime d'une maladie grave. Donc, toujours, il cherche à avoir des consultations médicales. Il y a une sorte de fixation progressive de l'angoisse sur le corps, souvent située dans la sphère digestive et thoracique. On remarque une agressivité sous-jacente de cette quête vis-à-vis du corps médical et de l'entourage. Concernant les psychoses, elles regroupent tous les troubles psychiques ayant pour origine un conflit inconscient archaïque, c'est-à-dire un conflit
pulsionnelle très précoce, où le sujet est en rupture avec la réalité, le sujet n'a pas de conscience de ses troubles et ou de ses comportements inadaptés, voire dangereux. Les psychoses sont des maladies mentales, que ce soit chroniques ou bien aiguës, organiques ou bien fonctionnelles. Donc, on parle de la schizophrénie. Le sujet présente un syndrome dissociatif, plus ou moins associé à un délire. Donc, le syndrome dissociatif se traduit par une perte d'unité de la personne. Donc, il s'objective par la bizarrerie, ou bien l'ambivalence affective, ou bien un détachement vis-à-vis la réalité externe. Les syndromes délirants, le sujet présente un délire chronique, mais sans syndrome dissociatif, c'est-à-dire son délire est bien systématisé. Et là, on peut envisager 3 catégories de délire. Le délire paranoïaque, on peut avoir plusieurs thématiques. Donc, on a le délire, par exemple, de persécution, ou bien de la mégalomanie, ou bien de la jalousie morbide, etc. La psychose hallucinatoire chronique, cette maladie apparaît le plus souvent chez la femme autour de la ménopause. Les paraphrénies, le délire est riche, s'organise autour de l'imagination, il y a peu d'hallucinations en parallèle. Les états psychotiques aigus, il s'agit d'un état psychotique qui dure entre 1 jour et 6 mois. Le sujet présente un retour total à son équilibre à la fin de l'épisode. Par exemple, la bouffée délirante aiguë, BDA, ou bien la psychose puerpérale. Concernant les états limites, le sujet présente une psychopathologie oscillant entre les tableaux cliniques de la névrose et de la psychose, c'est-à-dire ce tableau ou bien cette organisation limite, elle est très polymorphique. La relation d'objet oscille pour le sujet entre 2 sentiments, soit une idéalisation quant à autrui est gratifiant, donc il y a une hyper dépendance envers l'autre, ou bien le contraire, la désidéalisation quant à autrui est frustrant. Symptomatologie possible pour cet état limite, donc on a l'impulsivité du sujet qui est souvent marquée par le passage à l'acte à travers un état dépressif, ou bien un état psychosomatique, ou bien un état addictif, ou bien vers les troubles sexuels, ou bien les troubles de l'identité, ou bien les troubles psychopathiques, c'est-à-dire antisociales. Les symptomatologies citées dans les états limites, on va parler de la maladie psychosomatique. Donc la maladie psychosomatique est le champ de la médecine psychosomatique qui est définie comme une médecine relative aux troubles organiques ou fonctionnels occasionnés, favorisés ou aggravés par des facteurs psychiques, c'est-à-dire par des facteurs émotionnels et affectifs. La maladie psychosomatique est déterminée dans sa totalité ou en partie par un facteur psychique. Il existe toujours une interaction entre le soma, c'est-à-dire le corps, et le psychisme, dont les mécanismes ont une base perturbation physiologique. Généralement, on a 2 écoles mondiales qui expliquent la jeunesse de la maladie psychosomatique. On a l'école américaine présentée par Franz Alexander en 1838. Donc, cet auteur disait que théoriquement, toute maladie est psychosomatique puisque les facteurs émotionnels influencent tous les processus physiologiques par l'intermédiaire des voies nerveuses et hormonales. L'école de Paris ou bien l'école européenne, présentée par Pierre Marty en 1960, elle met l'accent sur le point de vue économique de la théorie psychanalytique à partir des patients souffrant d'affections organiques chroniques. Donc elle trouve qu'un mode de fonctionnement mental qui caractériserait la structure psychosomatique. Donc on parle de la structure ou bien du fonctionnement psychosomatique. Caractéristique de la structure psychosomatique, on a la pensée opératoire, c'est une forme de pensée sans lien apparent avec la vie fantasmatique, c'est-à-dire on trouve une tonalité relationnelle pauvre sur le plan affectif, elle est factuelle et de temporalité restreinte et actuelle, c'est-à-dire elle pense dans ici et maintenant, donc c'est une pensée purement technique. On a l'absence totale de rêve et de fantasme, c'est-à-dire une inhibition représentative de base.
et la réduplication pseudoprojective, c'est-à-dire une sorte de projection répétitive avec, ou bien en particulier en rapport à autrui, où l'autre est mal perçu dans sa singularité et sa différence. Le quatrième concept, c'est l'alexithymie. C'est un concept de Siffnon, chercheur spécialisé dans les maladies psychosomatiques en 1973 à l'école de Paris. Donc, ce concept, l'alexithymie, est encore caractérisé par 4 composantes. L'incapacité à reconnaître et à exprimer les émotions, la limitation de la vie imaginaire avec une forme de pensée utilitaire, la tendance à recourir à l'action pour éviter les conflits et les situations stressantes, la description détaillée des faits, événements ou symptômes physiques. Le mécanisme essentiel de la maladie psychosomatique ou bien de la structure psychosomatique est bien la somatisation. Donc la somatisation, c'est un mécanisme de défense qui consiste à avoir un détachement entre la représentation et l'affect. Il n'y a pas de lien. C'est-à-dire l'affect se détache de sa représentation. Donc il y a un détachement, il y a une séparation, et cet affect se traduit directement elle va directement vers le corps. Donc il y aura vraiment une souffrance, une douleur corporelle. Donc la lésion corporelle, elle est médicale. Quand on fait un examen médical, donc elle est significative. Et là, la fonction de la somatisation pour les maladies psychosomatiques, elle est communicative. C'est-à-dire le corps, il va communiquer la souffrance psychique de la personne. Et donc, le bénéfice primaire et le fait de traduire la tension psychique, l'affect, vers le corps. Et le bénéfice secondaire, c'est d'avoir des congés ou bien la personne elle va consommer du médical et évite le conflit. Par contre, dans l'hystérie, la fonction de la somatisation, elle est métaphorique ou bien on part de la conversion, c'est-à-dire la lésion corporelle est symbolique. En conclusion, les particularités psychosomatiques s'articulent autour de l'alexithymie, pensée opératoire, style de vie perturbateur, syndrome d'abandon, d'émission, trouble de l'adaptation, l'incapacité de la symbolisation, l'absence de liaison affect-représentation. Et pour finir, on peut dire qu'il faut considérer le malade dans sa globalité physique, psychique et environnementale. Et merci.